OK. Je vous laisserai juste faire un clap action. Ça tourne, Ah! comme vous voulez. Clap action. Bon, je m'appelle Marilyn Beauchos. Je suis maître de conférence donc, au département de biologie et j'effectue ma recherche donc, au laboratoire ENES, qui est l'équipe de neuroéthologie sensorielle. Je suis un éthologiste ou éthologue, hein, on dit un peu les deux. Et j'étudie, moi, la communication et le comportement chez les poissons. En particulier, la communication acoustique, mais pas seulement. J'étudie également la communication visuelle et puis chimique, donc ce qu'on appelle la communication multimodale. Communication visuelle chez les poissons, c'est-à-dire les... Alors tout ce qui est comportement, les attitudes, ça c'est du visuel, hein. Les mimiques, alors les mimiques chez les poissons, vous allez me dire c'est un peu limité, mais les poissons sont capables de faire des attitudes, si vous voulez, visuelles, qui vont par exemple parfois intimider le congénère, d'accord? Donc ça c'est le visuel. Au niveau chimique, eh bien, moi j'étudie beaucoup un petit poisson qui est un cyclidé du lac Malawi, qui s'appelle Mélandia zebra ou Metria climazebra. Et en fait, eh bien, ce petit cyclidé, il est aussi capable de communiquer chimiquement, puisqu'on sait que par exemple dans les parades nuptiales, eh bien, il y a des jets d'urine qui sont émis par les mâles. Donc, et qui doivent contenir bien sûr pas mal d'informations. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce petit cyclidé, eh bien, il est capable d'émettre des sons, donc pendant la parade nuptiale, mais également durant des combats. D'accord? Et donc, eh bien, ça fait qu'ils sont capables de communiquer avec le canal acoustique, visuel et chimique. Donc, ça fait un bon modèle pour l'étude de la communication multimodale. Voilà. Comment vous faites pour étudier les poissons? Vous avez sûrement voilà, des objets, des techniques d'étude. Comment vous faites pour étudier les poissons? Alors, tout d'abord, une fois qu'on a choisi le modèle, effectivement, il va falloir qu'on choisisse la question biologique que l'on veut poser. Et en fonction de la question biologique, on va utiliser différents types de méthodes. Donc moi, pour le comportement, j'étudie des méthodes classiques en éthologie. Ça peut être des méthodes de leurre, par exemple, des leurres acoustiques, hein, on va envoyer un playback et puis on regarde s'il y a une réponse comportementale ou pas. Même chose avec le chimique et même chose avec le visuel. D'accord? Alors, avec le visuel, les leurres marchent moins bien avec ce petit poisson, parce que ce petit poisson, eh bien, il voit dans les UV. Et donc, quand on voit dans les UV, voilà, on ne peut pas lui envoyer un stimulus avec une photo ou un écran, c'est plus difficile. Donc, du coup, ce qu'on fait pour les stimuler, eh bien, on leur fait voir un vrai congénère. Voilà. Donc, et ensuite, eh bien, on fait un éthogramme, c'est-à-dire qu'on va lister tous les comportements que le poisson effectue suite à un stimulus donné. Stimulus acoustique, stimulus visuel ou bien stimulus chimique. Voilà. 2020-2021, est-ce que vous avez un fait d'actualité dans votre discipline, hormis le Covid? Hormis le Covid. Voilà. Eh bien, en fait, c'est lié au Covid. C'est l'absence de bruit. Et donc, j'ai un collègue à l'ENES qui s'appelle Vincent Médoc, qui a eu la curiosité de mettre des petits enregistreurs sur nos fenêtres au labo ENES, donc pendant tout le confinement, pour voir cette différence de son, de paysage sonore, cette différence de bruit qu'on a. Et on a réentendu eh bien, certains sons qu'on entendait peut-être un peu moins. Donc oui, ça m'a marqué. Ah ouais, je pense que ça doit être plus Le simple fait de ne plus avoir d'avion, le fait de ne plus avoir de voiture, le fait de... Eh ben, moi, je trouve qu'on a redécouvert un petit peu les bruits de la nature. Avant vos études, est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire? Alors moi, j'ai toujours voulu enseigner. En fait, c'est mon premier objectif. Je voulais être prof de sciences nat. Ah oui. Prof de SVT. Depuis quand? Ah, depuis toujours. Ah ouais? Ouais, depuis toujours. Donc, je suis rentrée à la fac pour faire des études en voie de la préparation CAPES, en fait. Et puis entre-temps, j'ai rencontré un collègue qui s'appelle Jean-Louis Berton,
qui est toujours là, enfin, il n'est plus sur la fac, mais il est toujours par là, et qui était un écologue et qui m'a fait découvrir un peu son thème de recherche. Et à un moment donné, je me suis dit: «Ah ben oui, c'est ça que j'aimerais faire». Parce que, dans son métier, il y avait de l'enseignement, ce que moi j'aime faire, et puis il y avait aussi une part recherche, tout un monde que je découvrais en fait. Donc je suis arrivée à la fac avec, une idée et puis et ben voilà, je n'en suis pas sortie de la fac, mais avec d'autres idées. Mmh. Ouais, vous étiez parti pour faire Donc enseignante c'est et pour puis ça. Donc du coup, moi, mon parcours est un peu différent peut-être des autres qui ont suivi, des filières recherche dès le départ. Moi, j'ai suivi à Lyon un cursus, pour être prof, en fait. J'ai fait une licence, l'équivalent de BGS actuellement. Donc BGC. BGC pardon, et donc j'ai fait ce type de licence et ensuite, eh bien, j'ai fait un master. Alors à l'époque, ça s'appelait un DEA et ensuite j'ai fait un master, alors ça s'appelait de protistologie. Vous savez, c'est tout ce qui est, le zooplancton, le phytoplancton, voilà, tout ça. Mais donc c'est jusqu'à la licence où j'ai voulu vraiment avoir, un bagage, on va dire, pour être prof, pour être enseignant, au cas où, eh bien, ça ne marche pas après la thèse, parce que c'est le problème. Donc moi, eh beh, j'ai eu la chance de pouvoir faire ma thèse, ici, à Saint-Étienne et puis j'ai eu un poste assez rapidement, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. D'accord. Voilà. Vous parlez de thèse, ben on va en parler. Et sur quoi était votre thèse, votre première thèse du coup de doctorat? Elle était sur les activités, chez le brochet et sur la croissance, en fonction de la photopériode. Donc j'étais déjà dans le poisson. Ah oui. Je suis tombée dans le poisson très petite. Et vous avez poursuivi ensuite, après votre poste, et vous avez directement intégré le labo NS? Alors non, le labo NS est, a 15 ans d'âge, à D'accord. peu près. Donc moi, quand j'ai été recrutée en tant que maître de conférence, j'appartenais à un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de biologie animale, tout simple, et qui était un laboratoire qui était plus tourné sur la chronobiologie. C'est pour ça que j'ai étudié pendant ma thèse les activités locomotrices, de prise alimentaire, de croissance, en fonction de la période, photopériode chez le brochet. On était plus axé sur la chronobiologie. Et puis ensuite, au départ, du directeur du laboratoire, c'est Nicolas Madon qui a repris le labo et là qui a donné un autre axe. C'est-à-dire on a un peu abandonné la chronobio et on est parti sur de la communication animale D'accord. et au début uniquement de la bioacoustique. Voilà, c'était la bioacoustique. Alors c'est le nerf encore de la guerre ici, c'est l'axe vertébral du labo, hein, c'est la bioacoustique, donc l'étude des communications sonores, acoustiques, et avec après maintenant on a un peu élargi. Mais voilà, donc et ça je crois qu'il y a une quinzaine d'années qu'il a été créé l'ANS. Les étudiants, ils aimeraient savoir, je pense, quel type d'étudiant étiez-vous? Quel type d'étudiante étiez-vous? Alors, j'ai 4 possibilités de réponse. On va faire un Allez-y, QCM. allez-y. A, studieuse. B, fêtarde. C, impliquée dans la vie étudiante, c'est-à-dire dans les associations. Mmh. Ou D, eh ben, les 3 en même temps. Peut-être dès les 3 en même temps. Ouais. En fait, sérieuse, oui. Ouais. Bah, de toute façon, pour arriver dans ce métier, il le faut, parce que c'est très compétitif, en fait. Donc si vous travaillez pas, je pense que vous n'y arrivez pas. Donc j'étais quelqu'un, oui, sérieuse, donc qui a toujours travaillé. Je dirais pas régulièrement, il y avait parfois des rushs, hein, mais qui a toujours travaillé, oui, oui, sérieuse. Après, fêtarde, eh ben, moi, je suis mariée, eh ben, depuis ma première année de fac avec un qui était en médecine, un étudiant en médecine. Et les étudiants en médecine, ils étaient connus pour faire un peu la fête. Donc, j'en ai profité un petit peu. Et puis, le troisième, c'était impliqué. Alors, un peu moins impliqué parce que avant, ici, on restait que 2 ans. Moi, j'ai fait mon DUG à Saint-Étienne. Après, je suis partie sur Lyon pour faire 2 autres années et puis après je suis partie sur Clermont. Donc quand on reste pas longtemps, dans un endroit, par rapport aux étudiants de médecine, moi je voyais mon mari, qui a fait 8 ans à Saint-Étienne, là où on pouvait plus s'investir. Alors je me suis peut-être plus investie, pour eux, pour les accompagner dans l'ADEME, dans les trucs comme ça, mais pas trop en sciences.
Quand vous avez commencé votre métier, je dirais après votre doctorat ou peut-être même pendant votre doctorat, vous aviez donc des attentes, je suppose. Quelles ont été vos plus belles surprises dans ce métier? Les plus belles surprises, c'est la rencontre d'autres gens. C'est l'ouverture sur le monde extérieur de la recherche. Et ça, j'y tiens. Moi, je dis que la recherche, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. C'est quelque chose qu'on fait en collaboration, en équipe. Et pas simplement en collaboration au sein d'un laboratoire donné, mais en collaboration avec d'autres partenaires qui viennent d'autres horizons. Et ça, c'est mes plus... Oui, là, j'ai été très agréablement surprise avec ça, oui. Peut-être, il y a peut-être des déceptions alors dans ce métier. Alors les déceptions, c'est peut-être l'évolution un petit peu du métier qui est complètement schizophrénique, en fait. Alors schizophrénique dans le sens où on est obligé de se partager en deux, voire même en trois maintenant. C'est-à-dire qu'on a l'enseignement, la recherche et toutes les tâches administratives. Donc, alors les tâches administratives, elles viennent quand vous prenez de l'âge. Donc là, moi j'en ai beaucoup. Mais même au début, même quand vous commencez ce boulot, vous avez vos tâches pédagogiques et puis et la recherche. Et là, je trouve que ça devient schizophrénique. Parce qu'on nous demande d'être très bon en enseignement, c'est-à-dire d'être proactif, de faire des choses innovantes, etc., etc. Et puis, de l'autre côté, en recherche, on nous demande aussi d'être productif, d'écrire des publications, de collaborer avec les équipes, enfin d'être performant quelque part. Et si vous voulez, eh bien, moi, je trouve que maintenant, ça, c'est plus possible. Voilà, c'est très difficile, très, très, très difficile. Quand on compare un chercheur CNRS et nous, eh bien, quelque part, on est évalué de la même façon. Alors, certes, eux, ils doivent publier une publi par an et par chercheur. Nous, c'est une publi tous les 2 ans et par chercheur pour être considéré comme publiant. Mais quand on voit ce que l'enseignement nous demande, et puis, quand j'ai commencé, alors je suis peut-être un dinosaure, hein, mais mes collègues, je les voyais, faisaient pas trop d'heures supplémentaires parce qu'il y avait assez de profs pour tout le monde. D'accord? Maintenant, eh bien, on est obligé, normalement, c'est 192 heures statutaires qu'on doit faire sur l'année. Eh bien, maintenant, on essaye de ne pas dépasser les 192 heures, mais c'est très difficile parce que, eh bien, il y a de plus en plus d'étudiants et il y a de moins en moins de postes. Vous faites combien d'heures dans l'année, vous? Alors, moi, je fais autour de 250 heures. Donc au-delà de 192. Au-delà de 192. Ouais. Et il faut quand même être performant en recherche. Donc, et je ne suis pas la seule, hein, on tourne autour 210, 220, c'est classique. Hein, cette année, c'est 250, moi, parce qu'il y avait le Covid et du coup, il y avait d'autres groupes. Enfin bref, c'était compliqué. Mais même les jeunes collègues qui démarrent, ils sont souvent à 210. Et c'est trop. Et c'est beaucoup, beaucoup trop. Voilà. Ouais, parce qu'après, il y a la recherche à côté, quoi. Voilà. Et on ne peut pas être performante partout. Ouais. Donc là, c'est une grosse déception, si vous voulez. Oui. Voilà. Heureusement que les bons côtés l'emportent. Ben voilà. Est-ce que vous avez une anecdote sur votre carrière? On parlait tout à l'heure. Quelque chose qui vous a marqué dans votre carrière? Alors, c'est pas qui m'a marqué, mais je pense qu'il faut savoir faire du bricolage. Moi, je dis la recherche, ça commence d'abord par faire du bricolage. Et je me souviens une fois, je suis partie en Martinique, donc, car j'ai collaboré avec Ifremer. Donc, Ifremer, vous savez, c'est l'Institut français de la recherche marine. Et donc, je suis partie à Ifremer avec une technicienne. Et on devait enregistrer des gros poissons qui s'appellent des ombrines. C'est l'équivalent, sont des cyanidés. C'est l'équivalent, si vous connaissez le maigre en Atlantique, non? C'est un gros poisson. Ouais. Enfin bref, la chair est très prisée, c'est très bon. C'est un peu plus gros que le bar, hein, d'accord? Mais on mettra une photo. voilà, donc, et l'ombrine est appelée le tambour rouge, the red drum. Parce qu'en fait, elle émet des sons pendant la reproduction qui ressemblent vraiment à des tambours. Ah oui. C'est-à-dire, on dirait des djembés. Ah ouais. Moi, je suis arrivée, et à un moment donné, j'entends ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et c'était le poisson. Et c'est fantastique. Donc là,
s'il y avait Ah une oui. anecdote. Et par contre, il fallait tout installer. Il fallait installer les micros, il fallait installer les haut-parleurs, il fallait installer tout ça. Et franchement, avec ma collègue, on s'est retrouvés à faire du bricolage avec des perceuses, à essayer de percer dans le plafond pour mettre les hydrophones. Enfin bon, Ah voilà. oui. Donc la recherche, c'est ça. On parlait tout à l'heure d'implication dans la vie étudiante, Mm. euh, mais est-ce que vous êtes aussi, enfin, vous êtes aussi impliqué dans la vie professionnelle et dans l'enseignement, parce que vous êtes directrice du Département de... département de biologie. Alors, pas simplement, parce que moi, j'ai été pendant 8 ans à la CFVU, donc la commission vie étudiante, d'accord? Donc là, je suis restée pendant 8 ans. Là, mon mandat s'est terminé, je crois, en 2019. Avant ça, j'ai fait partie du conseil de fac. Avant ça, j'ai fait partie du conseil d'administration de l'UGM. Donc, en fait, moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis dans les conseils centraux. Et là, effectivement, avec mes collègues, Hervé Giraudet et puis Sandrine Moja, on a repris la direction du département. Donc, on a fait 3 têtes. On a repris la direction du département, ça fait maintenant plus de 3 ans. Voilà. Et en quoi consiste le rôle de directrice d'un département? Alors, le rôle de la direction du département, elle est multiple. Alors, bien entendu, c'est axé sur l'enseignement, d'accord? Ça passe par le budget, la gestion des budgets, la gestion des commandes pour les TP, par exemple. Le management, donc la direction des ressources humaines, c'est-à-dire toute l'équipe technique, d'accord, du département. On assiste au conseil de fac. On fait remonter les demandes de poste. Voilà, c'est ça. C'est de la gestion au quotidien d'un département d'enseignement, en fait. D'accord. Donc c'est vous qui créez les Et plaquettes, puis les maquettes, bien les entendu. maquettes. Les maquettes, voilà. Les nouvelles maquettes, là, on y est en plein dedans, hein, puisqu'il va y avoir le prochain contrat quinquennal. Ouais, c'est 5 ans. Et voilà. Donc, avec mes collègues, là, on est en train de travailler pour voir si on ne peut pas faire évoluer notre maquette. Alors, en plus, on est un peu obligé, puisque ces 2 dernières années, il y a pas mal de réformes hein, qui ont été faites. La réforme santé pour les premières années de médecine, la réforme des lycéens aussi. Donc, il va falloir qu'on s'adapte à ce nouveau public. Donc, non seulement on fait évoluer, donc tous les 4 ou 5 ans, avant c'était des contrats quadriennaux, donc tous les 4 ou 5 ans, on fait évoluer notre offre de formation on essaye d'améliorer du moins et les contenus et puis le continuum entre les premières années, deuxième année, troisième année, voire même jusqu'au master. Et puis on s'adapte aussi, on adapte nos maquettes à des publics qui sont peut-être un peu nouveaux maintenant. Voilà. Les étudiants, s'ils veulent, ils peuvent participer à certains conseils. Bien entendu, et il faut qu'ils participent. Hein. Il faut absolument qu'ils participent. Alors, à tous les conseils centraux, conseil d'administration, le CAC, c'est-à-dire CFVU ou commission recherche, mais aussi au conseil de fac. Il faut savoir que le conseil de fac ne fait pas partie des 3 conseils centraux de l'UJM, mais par contre, c'est là qu'on décide pas mal de choses, qu'on décide le calendrier universitaire, qu'on va décider, on va parler aussi parfois de certains droits d'inscription, on va parler eh bien, de tout ce qui se fait sur le campus, des aménagements du campus. Donc, et là, eh bien, on a besoin d'avoir un retour des étudiants. Et donc, on a la possibilité d'être élu étudiant. Des élections qui se font pour être élu étudiant. Et il y en a qui arrivent là bientôt. Il y en a qui arrivent là, puisque on est dans une ère de changement là, hein, puisqu'on va renouveler tous les 3 conseils centraux. Et dans les 3 conseils centraux, eh bien, il y a bien entendu les étudiants qui sont représentés. Donc, si les étudiants voulaient faire partie. Donc il faut, oui, il faut se présenter, il faut faire des Ah listes. oui. Alors c'est un peu tard là, les listes elles sont finies. Après, il y a des renouvellements hein, dans les conseils centraux, notamment au niveau des étudiants, parce qu'il y a un turnover qui est important chez les étudiants. Ouais. Parce que comme je le disais, hein, en sciences, mais c'est vrai aussi sûrement en ALL et en SHS, il y a un turnover. C'est pas comme les études de médecine où là, les étudiants sont plus présents pendant longtemps. Vous avez une licence sur 3 ans et souvent après, vous partez faire un master ailleurs. Donc il y a un turnover dans les étudiants
qui est assez important et assez régulier. En plus de votre implication donc, dans l'UJM, eh bien, vous êtes aussi chercheuse et donc en ce moment, vous étudiez. Quel est votre sujet d'étude actuellement? Alors, actuellement, je fais 2 choses. L'année dernière, j'ai réussi à avoir, un financement pour une thèse. Donc c'était un appel d'offres, du conseil scientifique chinois et donc qui était via la région Rhône-Alpes. Donc j'ai posé un sujet et ce sujet a été accepté et ce qui fait que là, j'ai une étudiante, une doctorante qui vient de commencer, une doctorante chinoise qui vient de commencer en octobre et son sujet d'étude, ça va être, en fait on va mesurer l'effet de facteurs environnementaux sur le développement des cyclidés. Et non seulement sur leur développement, mais après on va tester leur comportement, leur personnalité, leur niveau de stress, avec différentes approches, approches comportementales, éthologiques, pures et dures, des approches physiologiques, mais aussi des approches, on va dire, neurophysiologiques. Donc là, on est dans la première année, on va faire tous les tests comportementaux. Donc là, ce qu'elle a commencé, elle s'appelle Wenjing Wang. Ce qu'a commencé Wenjing, c'est l'effet des bruits de bateau sur le comportement, la personnalité, le stress chez le poisson. Donc pour ce faire, il faut savoir que nos petits cyclidés se prêtent bien à ce type d'études parce que la mère incube les œufs dans la bouche. D'accord? Ce qui fait qu'on peut stimuler et la mère, c'est-à-dire envoyer des sons ou des substances chimiques dans l'eau pendant l'incubation qui dure 3 semaines. Ensuite, les petits, on les fait sortir de la bouche au bout de 3 semaines et là, on les met dans différentes conditions. Et on a fait des contrôles où là, il n'y a pas de bruit de bateau envoyé et puis des lots où ils sont soumis à des bruits de bateau. D'accord? Et là, on regarde, donc ça, c'est pendant 3 mois, ce qui fait qu'on implique un stress chronique à ces poissons. C'est pas c'est pas un stress aigu, c'est un stress chronique. Donc pendant 3 mois. Ouais. Et au bout des 3 mois, on va tester la personnalité, on va tester le stress des poissons, etc. D'accord? Donc ça, c'est une première étape. On fait ça avec du bruit. Cette thèse, elle est en collaboration avec un collègue de Lyon, qui est DRCNRS, Gérard Courreau, et qui, lui, est un spécialiste de l'olfaction, donc tout ce qui est communication chimique. Et donc, on va faire la même chose avec un stress chronique, mais cette fois-ci, avec une molécule chimique. Et puis, le troisième étage de la fusée, je dirais, c'est une collaboration que j'ai montée avec une collègue de Macao en Chine, qui, elle, est spécialisée dans l'audition, la perception des sons au niveau cérébral. Et donc, il y a une méthode non invasive pour mesurer, si vous voulez, le potentiel évoqué au niveau des aires auditives chez le poisson. C'est tout simplement vous posez une électrode sur le crâne. Le poisson est vigile, il n'est pas du tout charcuté. Et vous enregistrez, vous envoyez des sons et vous enregistrez le potentiel électrique qui est reçu. Et en fait, avec cette méthode-là, on va pouvoir voir aussi l'effet du bruit ou l'effet du moins de facteurs environnementaux stressants sur le développement du système auditif. Voilà, entre autres. Voilà. Donc ça, c'est un premier sujet. Ouais, voilà, et le deuxième. Le deuxième, là, c'est pas moi qui suis pilote, c'est Vincent Médoc qui a obtenu un gros projet région pour étudier l'effet donc des sons anthropogéniques au niveau des lacs alpins. Donc, on a commencé avec un étudiant qui est en master 2 et qui risque de rester en thèse puisqu'on a obtenu un financement pour une thèse. Et donc là, on va commencer mi-mai l'étude des sons de bateaux, mais aussi voir aussi l'impact après sur la faune des bruits de bateau au niveau du lac du Bourget. D'accord. Donc voilà, deux sujets d'études actuels. Deux sujets d'études actuels, voilà. Si vous aviez une baguette magique en votre possession et que vous vouliez améliorer votre métier pour qu'il soit qu'il soit optimal pour vous ou pour la société, qu'est-ce que vous feriez?
Alors, je réduirais mes charges d'enseignement, je réduirais mes charges administratives et je créerais plein de postes. Plein de Voilà. postes Des chercheurs? postes pas simplement d'enseignants-chercheurs, mais des postes de secrétariat, des postes de techniciens, des postes d'ingénieurs, parce qu'on a besoin d'ingénieurs, que ce soit des ingénieurs chez nous en bioacoustique, mais on a aussi besoin d'ingénieurs statisticiens, par Ouais. exemple. Donc voilà ce que je ferais. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, prof? Enseignant-chercheur? Ouais, Mais oui, c'est le meilleur métier du monde. Ben, après, tout dépend ce que vous cherchez, mais c'est un métier où il y a beaucoup de liberté quand même. Donc, surtout à Saint-Étienne. Oui. On a quand même un super campus, on travaille dans de super conditions. Les étudiants sont sympas, mais il n'y a pas que ça. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, on a des locaux quand même qui sont corrects. Ouais, on peut faire quand même beaucoup de choses que l'on veut. On est peut-être maître de ce qu'on fait. Voilà, c'est ça que j'aime bien. On est maître de ce qu'on fait à Saint-Étienne. Vous voyez? Pour apprendre ou pour faire découvrir peut-être le métier de l'éthologie, vous avez peut-être des livres à recommander aux étudiants? Ou peut-être des chaînes YouTube? Ça, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. Ouais. Il y a un livre là qui est sorti. Je vais faire de la promo pour mon chef adoré. Ah, c'est déjà pris, hein, monsieur Attia l'a déjà dit. Il l'a déjà dit. Bah oui, il y a les animaux nous parlent donc de Nicolas Madevon. Je vous conseille de le lire parce que c'est écrit avec finesse. C'est des mots que tout le monde peut comprendre et ça fait bien comprendre ce que c'est que la recherche et ce que c'est qu'aimer la recherche. Voilà. Ouais. Un livre accessible à tous. Ah oui. Ouais. Ah oui, je le recommande. D'accord. Peut-être que vous avez des chaînes YouTube ou des sites internet? Vous devez sûrement vous renseigner ou peut-être. Moi, je fais pas Oui. des chaînes YouTube. Moi, je lis des papiers, je lis des publications. Je pense que ce qu'il faut faire pour les étudiants, je pense qu'il faut être curieux. Vous avez plein de périodiques à la BU, comme le périodique Science, Nature, des choses comme ça. Et je pense qu'il faut être curieux et que de temps en temps, il faut aller en feuilleter un. Vous voyez, c'est pas forcément un bouquin, la Bible, la biologie animale, machin, truc muche. Je dirais qu'il faut être curieux et vous avez les moyens d'être curieux à la BU. Enfin, il y a plein de choses. Et il y a ces périodiques-là. Alors, des moments, ça va être de la biomol ou ça va être autre chose, mais feuilletez-les. Voilà. Ils sont présents à la BU. Donc, Et ils sont présents à la BU, donc faut en profiter. Hein. c'est à deux Voilà. pas, quoi. Peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, vous faites sûrement une activité en dehors de votre activité professionnelle. Vous êtes peut-être. Oui, moi j'aime la rando, mais bon, je sais pas si c'est vraiment une activité. J'aime tout ce qui est culturel. J'adore aller au théâtre. Au théâtre? Ouais, Vous avez et à fait du l'opéra. théâtre ou pas? Oui. Vous avez fait du Bah théâtre? oui, bah oui. J'ai fait du théâtre à l'UJM. On a monté le festival universitaire n'existait pas et il y avait Joël Attia, il y avait Alain Blanc, il y avait moi, il y avait des gens du SKIO, Odile Ochenkoy. Et en fait, c'est parti du fait qu'il n'y avait pas encore Hervé Giraudet à cette époque. Et en fait, c'est parti du fait qu'il y a eu un atelier théâtre pour de la communication, en fait, qui ont été proposés aux étudiants, aux enseignants, etc. Et on s'est retrouvés avec des personnels administratifs, avec des enseignants d'autres disciplines, d'autres composantes. Et on a fait un petit noyau. Donc, on était une vingtaine. Et on a bossé ça. Et puis, on a dit, c'était super. C'était avec Jean Di Donato, qui est maintenant, je crois, qui est PAST et qui avait une troupe de théâtre. Et donc, on a fait cet atelier théâtre-communication. Et on a dit, l'année prochaine, il faudrait que Jean, tu montes quelque chose. Parce qu'on a envie de faire du théâtre. Et il a monté ça. Et après, on a été un peu frustrés parce qu'on a dit, c'est dommage, on a bossé toute l'année. Ouais. Il faudrait peut-être présenter ça à la communauté. Et on a fait ça. Et donc, Odile Ochenkoy, elle a monté un mini-festival qui se tenait à Saint-Victor-sur-Loire, dans le château de Saint-Victor-sur-Loire.
et où on s'est présenté, on a présenté notre pièce et on avait invité aussi des gens de la chorale. Tu vois, on a fait un truc et c'était le début du festival universitaire de Saint-Étienne. Donc j'ai fait du théâtre pendant 3 ans, 4 ans, je sais plus, À l'université. Et à donc, l'université. et vous aimez bien aller au théâtre. Et j'adore aller au théâtre, à l'opéra, oui. Et ben maintenant, je pense que c'est un peu compliqué. C'est un peu C'est un peu compliqué. compliqué pour le théâtre, je pense. C'est un peu compliqué et c'était très bien parce qu'il y avait les pochettes culturelles qui avaient été mises au point par Hervé Giraudet. Ces pochettes culturelles étaient à 30 €. Vous aviez 3 spectacles dedans. C'était accessible à tout le monde et j'aimerais bien que ça revienne. Et il faut le dire aux étudiants, hein, parce que c'était vraiment des spectacles qui se faisaient à la salle, hein, à la MU, là-bas, à la MU, maison ouais, de ouais. l'université, donc qui était accessible pour tous, qui n'était pas cher. Donc, ouais, et ça, c'était bien. Et je pense que ça reviendra après. Ah bah, le il faut Covid. espérer. Ouais. Faut espérer. Et donc, c'est Monsieur Giraudet qui s'en occupe de ça. C'était Monsieur Giraudet qui a tout monté et qui avait repris, lui, à Prodi Lotchenko, l'organisation du festival universitaire et qui en a fait ce que c'est maintenant. Vous savez que c'est un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que c'est le plus grand en France, festival universitaire. Donc, ah oui, oui, oui. Et donc, Hervé Giraudet était vice-président à la culture. Et donc, du coup, eh bien, il a monté le festival et il a aussi monté ses pochettes culturelles pour les étudiants et pour les personnels. Il faisait partie de la troupe de théâtre ou pas? Alors après, lui, il a sa troupe de théâtre, mais ouais, lui, il a une troupe de théâtre. Donc, lui, c'est pas pareil. Lui, il joue dans la cour des grands, nous, on était les amateurs. Donc, mais avec l'équipe de Jean Di Donato, nous, on était que des, voilà, des gens qui s'amusaient ensemble.